Ce que vous voyez là, ici, c'est le 33e livre de la série et les présentations sont tous semblables. C'est-à-dire que chacune, ce qu'on appelle les bottes vignettes, chacune des photos doit être d'un certain nombre minimum et maximum de mots. Fait qu'il faut vraiment... puis quand on a beaucoup de texte, puis qu'il faut résumer ça dans un paragraphe, c'est tout un exercice. Fait que ça a été assez compliqué. Et moi, comme je n'avais aucune photo, j'avais toute l'information, j'avais toute la documentation historique, mais aucune photo. Il a fallu que je reprenne la route et que je trouve des photos. Et moi, je tenais absolument à avoir des photos de toutes les municipalités de chacune des MRC. Il y a certaines régions où c'est facile, comme Plessisville, Princeville, Victoriaville, Warwick. Il y a des sociétés d'histoire. Mais il y a des petits villages comme Saint-Ferdinand, Saint-Fortuna, où il n'y a pas de société d'histoire. Fait que là, il faut les trouver, les photos. Il faut pratiquement faire du porte-à-porte pour les trouver, ce qui est pas nécessairement évident. Donc, pour débuter notre conférence, on va un petit peu faire un survol de ce qui s'est passé au plan historique. En 1800, il y avait à peu près personne dans la région. Ça arrivait qu'il y a des gens qui s'installaient, mais c'était des gens qui étaient complètement seuls, qui s'installaient dans le bois pour la survie. Pourquoi? C'est parce que déjà, à cette époque-là, en 1800, on manquait de terre. C'est que toute la vallée du Saint-Laurent était peuplée, et comme les gens avaient beaucoup de grosses familles, ils divisaient évidemment la terre, mais il y a une limite à diviser. On ne peut pas non plus se retrouver sur des petits lopins où on ne peut pas vivre. Fait que là, il y a un manque de terre. Il y a deux régions qui ne sont pas peuplées, trois en fait, qui ne sont pas peuplées au Québec. Il y a la région d'Abitibi, qui va l'être pendant la crise de 1929 à 1939. Et il y a la région du Lac-Saint-Jean et la région de Buckinghamshire, le nom d'origine, qui est la région des cantons de l'Est. Et à ce moment-là, c'est des anglophones qui sont... il y a eu la conquête anglaise, et les Anglais ne veulent pas de francophones dans la région des Eastern Townships. Pourquoi? Parce que le sud de cette région-là, c'est la frontière américaine. Et les Américains ont essayé d'envahir le Bas-Canada en 1812 et un peu plus tard pour annexer cette partie-là aux États-Unis puis qu'on devienne un État américain. Et les Anglais, qui sont fidèles à la couronne britannique, ils ont peur que les Canadiens français s'allient aux Américains et que la partie du Bas-Canada passe aux Américains. Donc, on dit, bon ben là, à la frontière, il ne faut surtout pas installer de francophones. Donc, ça prend qui? Ça prend des sujets fidèles à la couronne britannique. Donc, des Anglais d'Angleterre, des Écossais protestants, pas d'Irlandais catholiques, parce que la couronne d'Angleterre, ils l'aiment pas trop, et des loyalistes. Parce que les États-Unis, eux, ils sont en pleine guerre d'indépendance. Et les gens américains qui veulent rester fidèles à la couronne britannique, eux, ça ne fait pas leur affaire. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va aller là où c'est la couronne britannique, et c'est le Canada. Le Haut-Canada et le Bas-Canada, donc on va partir vers le nord. Et ils sont arrivés en assez grand nombre, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu même des esclaves noirs qui se sont installés dans la région. Il y en a deux, entre autres, qui sont enterrés au cimetière d'Irlande. Et ces deux esclaves noirs qui faisaient partie des possessions d'une famille de loyalistes. Fait qu'ils sont amenés avec leurs meubles et leurs esclaves. Fait que c'est pour ça que ces gens-là se sont retrouvés ici. La région est toujours à peu près inhabitée. Puis les gens qui sont là, c'est vraiment ce qu'on appelle des squatters, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de titre de propriété des terres. Ils s'installent, puis ils essaient de survivre. Vers 1829, il y a un groupe d'Écossais qui arrive, qui devaient s'en aller au Haut-Canada, et finalement, on leur propose des terres dans la région. Évidemment, c'est des Écossais, c'est fidèle à la couronne britannique, c'est des orangistes, en plus, des orangistes, c'est les plus fidèles à la couronne britannique, les plus royalistes, et on leur dit, écoutez, dans les Eastern Townships, vous auriez des terres extrêmement intéressantes, et ces gens-là, finalement, décident de rester au Bas-Canada et s'installent à Inverness. Inverness, à l'époque, c'est en plein bois. Ces gens-là sont des Écossais. L'Écosse, ça fait des siècles qu'il n'y a plus de bois, là, que les terres sont cultivées. Ils arrivent, eux, ils sont en plein bois. Ils connaissent pas ça, bûcher. Ils ne savent pas ce que c'est manier une hache. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a déjà des gens installés là qui leur montrent à manier des haches. Il y a des gens, par exemple,
une localité, Saint-Jean-de-Brébeuf, qui sont déjà là, des Irlandais protestants qui sont déjà là, qui leur montrent à manier la hache, et ils sont aidés aussi des Indiens. Parce que si ça n'avait pas été de l'aide de ces gens-là, les gens de Saint-Jean-de-Brébeuf leur ont donné du lait de leur vache, et les Indiens leur ont montré à chasser, puis à faire des pièges et à pêcher, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Il y en a beaucoup qui sont décédés, mais il y en aurait eu encore plus, ils seraient tous morts de faim si ça n'avait pas été de ça. Fait que vraiment, ces gens-là sont des pionniers. Ils s'installent en 1829, et la rivière, ils l'appellent la Thames, la Tamise. Ils reproduisent, Inverness, c'est un nom qu'il y avait aussi en Angleterre. Donc, ils reproduisent, dans le fond, ils redonnent les noms qu'il y avait dans leur pays. Les Écossais sont partis en assez grand nombre pour la même raison, c'est qu'il y avait un manque de terre. Ce qui est arrivé quelques années plus tard, c'est qu'il y a eu l'épidémie il y a eu la famine en Irlande, où les patates ont attrapé le mildiou. C'était un champignon qui faisait que les patates pourrissaient. Et là, il est arrivé des Irlandais catholiques, dans la région d'Inverness aussi, Saint-Jean-de-Brébeuf, et là, il y a eu des chicanes entre les... Puis il y avait beaucoup d'arrogance de part et d'autre, et les francophones sont arrivés aussi à peu près en même temps que les Irlandais, vers 1850, et là, il y a eu des frictions, mais il n'y a eu rien de majeur. Il y a eu un meurtre, mais à Saint-Sylvestre, un catholique, irlandais catholique, a tué un irlandais protestant, et ça s'est beaucoup parlé, parce que ça a fait les manchettes dans les journaux. Et à l'époque, les communautés anglophones des environs, il y avait le chef-lieu, c'était Inverness. Il y avait le palais de justice, les procès avaient lieu là pour la communauté anglophone. Inverness, c'est un gros chef-lieu. Ce qui est assez étonnant que ça ait perdu beaucoup de notoriété avec le temps. Qu'est-ce qui explique ça? C'est que les Anglais sont partis, tout simplement. C'est que les Écossais, c'était des gens qui avaient un système de valeurs différent des francophones. Il n'y avait pas de belles maisons, même ceux qui avaient beaucoup d'argent avaient une petite maison modeste, mais ils faisaient instruire les enfants. Alors que les francophones, quand ils avaient un petit peu d'argent, ils embellissaient leur maison, mais les études n'étaient pas du tout favorisées chez les francophones. Les francophones avaient des grosses familles, aussi les Écossais, les familles étaient beaucoup plus réduites. Donc, on se retrouvait avec des gens très instruits, mais imaginez un village comme Inverness ne peut pas faire vivre 12 médecins, 12 avocats, 12 notaires. Fait que ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils sont partis. Ils sont partis où? Vers les États-Unis et vers l'Ouest canadien. Et il y a beaucoup de communautés anglophones au Québec qui se sont vidées davantage parce que entre 1850 et 1950, en gros, on a perdu 50% de la population au Québec. Ou ils sont partis vers l'Ouest canadien, ou la plupart sont partis aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y avait d'ouvrages. Les factories de coton, ça l'engageait. Et il y avait des gens, des recruteurs qui venaient ici, puis qui étaient payés à la tête. Puis on disait, on va te donner tant par personne que tu amènes pour travailler chez nous. Donc, on offrait même des billets de train à moitié prix ou gratuits. On disait, venez, vous allez être bien. Puis les gens partaient, ils vendaient tout ce qu'il y avait. Ils partaient. Puis une fois qu'ils étaient rendus là, même s'ils n'aimaient pas ça, ils ne pouvaient plus revenir, il n'y avait plus rien. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis et les gens n'étaient pas conscients non plus qu'ils changeaient de pays. Ils appelaient les États-Unis le Canada d'en bas. Et il y avait des institutions francophones aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Il y avait des hôpitaux francophones, il y avait des écoles francophones, il y avait des églises, les paroisses catholiques. Et les catholiques francophones ont beaucoup payé pour les catholiques irlandais pour l'installation des différentes églises. Fait que c'est comme ça un peu que ça l'a parti. Toute la région ici de l'érable et des Bois-Francs, ça s'est vraiment développé à partir de 1850. Avant ça, il y avait des petits groupes d'individus ou des individus isolés, mais vraiment en plein bois. Et les structures sociales, c'est-à-dire on bâtit une chapelle, on bâtit une école, ça a vraiment commencé vers 1850. Tout doucement, évidemment, et ça l'a grossi. Ce que vous voyez là, c'est le pique-nique des orangistes, vers 1900, à Inverness. Et ces gens-là se réunissaient une fois par année et le pique-nique des orangistes existe encore. De nos jours, c'est le plus vieux rassemblement d'anglophones en Amérique. Ça a toujours lieu. On entend de plus en plus, par exemple, du français, parce que moi, j'avais couvert cet événement-là pour le journal L'Avenir de l'Érable, dans le temps que je travaillais là. Et on entendait beaucoup de francophones et souvent aussi on disait qu'il y avait beaucoup de catholiques qui étaient là. Alors qu'à l'origine, les orangistes étaient des gens qui étaient très fermés
Et tout ce qui était catholique et francophone, là, il n'y en était pas question. Qu'est-ce qui a fait? C'est à quelle date, ça arrive, cette fête-là? La fête, c'est en l'été, c'est au mois juillet, fin juillet, début août, il me semble. Et c'est tous les ans. C'est le troisième dimanche de juillet, quelque chose. Mais c'est encore, il y en a encore et ça vient de partout aux États-Unis pour participer au pique-nique. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, parce que la moyenne d'âge, évidemment, elle devient très élevée. Pour les jeunes, c'est peut-être, ça n'a pas l'attrait que ça a pour des personnes plus âgées qui revoient des connaissances. Mais la moyenne d'âge, disons, qu'elle a tendance à augmenter là, par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait que la région s'est ouverte aux francophones? C'est qu'une des revendications des patriotes, c'était justement qu'il y ait des terres. Parce que là, les gens partaient aux États-Unis et on disait, bon, c'est une saignée de population. C'est que nos gens partent, on perd notre monde. Évidemment, quand on perd des francophones, les anglophones deviennent de plus en plus nombreux et la majorité des francophones baissent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, là, vers 1900, il y avait moitié-moitié au Canada. La moitié des francophones, la moitié anglophones, mais les gens sont tellement partis que la population, la proportion n'a pas cessé de baisser. Et les gens qui partaient, qui s'en allaient dans des régions anglophones, mais c'était assez rapide, 2-3 générations, et ils étaient anglicisés. Il y en a même qui ont changé leur nom. Des Leblanc sont devenus des White, des Carpentiers sont devenus des Carpenters. Fait que les gens changeaient leur nom et se fondaient dans la population là, anglophone, que ce soit dans l'Ouest ou aux États-Unis. Fait que ce que vous voyez là, c'est un groupe d'anglophones d'Inverness qui sont au pique-nique. Et ce que vous voyez ici, c'est le 55e régiment de Mégantic, qui était un régiment privé par quelqu'un qui avait des sous à Inverness, qui était quelqu'un d'important dans la communauté. Quand il y a eu les Patriotes et les Fenians, c'était des Irlandais catholiques qui faisaient des actes de terrorisme contre les Anglais. Et évidemment, les Fenians, il y en a beaucoup, des Irlandais, quand il y a eu la famine, qui sont amenés aux États-Unis et qui sont amenés au Canada. Et ces gens-là, il y en avait des Fenians parmi eux. Et ils reproduisaient la guerre la guerre dans le fond de terrorisme qu'il y avait en Angleterre, ils la reproduisaient ici. Il y a eu des actes de terrorisme aux États-Unis, en Ontario, on a craint qu'il y en ait au Québec, mais finalement, il n'y en a pas eu, mais on a craint longtemps qu'il y en ait. Il y a même un groupe de Fenians américains qui sont venus pour attaquer, mais ils ont été refoulés à la frontière. Fait qu'il n'y a jamais rien eu, mais évidemment, on s'organisait. Et ce monsieur McKillop-là, à Inverness, il dit, moi, je vais monter une armée pour combattre les Fenians et pour combattre les Patriotes, si jamais ils nous attaquent. Donc, lui, il payait la solde des soldats, il les a habillés, et il n'a jamais fait la guerre, mais il a fini colonel. Et on le voit ici, je ne sais pas si vous voyez ici à droite. Ici, on ne voit pas très bien, mais si on regarde avec une loupe, c'est une bouteille de boisson. Et sur presque toutes les photos, il y en a. Fait qu'il semble que c'était assez agréable là, comme pratique. Et on sait qu'en 1900, possiblement, cette armée-là aurait été faire des manœuvres à Âme-Nord. Parce que c'était sur le chemin Craig, Âme-Nord. Mais il y a 3 possibilités et c'est le 55e, c'est une possibilité. Il y avait aussi un régiment en Beauce. Peut-être que ça pourrait être lui aussi. Mais on n'a pas vraiment le nom du régiment qui a fait des manœuvres et ça avait été toute une affaire à Âme-Nord. Ça a été un gros événement pour le temps. Ce que vous voyez ici, c'est des Écossais typiques. La photo est de très mauvaise qualité. Elle n'est pas dans mon livre d'ailleurs. La plupart des photos que je vous montre ne sont pas dans mon livre parce que l'éditeur les a refusées. Ils étaient ou trop petites, ou trop floues, ou trop foncées, ou trop pâles. Finalement, celle-là, elle a été refusée parce qu'évidemment, elle est floue et elle est plutôt pâle. Et ce qui est intéressant, c'est les costumes de ces gens-là. C'est vraiment le costume typique de l'Écossais de l'époque. Ici, vous voyez un groupe d'Écossais qui vient d'arriver et les gens, au début, vivaient sous la tente. Parce qu'il fallait quand même un certain temps à bâtir une maison. Et les gens vivaient sous la tente. Et vous voyez, c'est assez particulier, ils sont sous la tente, mais ils ont un piano. Ici, ce que vous voyez, c'est un révérend d'Inverness. Et il y avait un coin de rue, pour ceux qui connaissent Inverness, il y a l'ancienne banque qui est devenue la bibliothèque.
il y a comme un 4 coins, là, et c'était 4 ministres de 4 religions différentes. Et le seul qui n'était pas marié, c'était le catholique. Les autres étaient mariés. Et les gens vivaient en bonne entente. Il y avait de la méfiance, il y a eu des textes que j'ai lus, c'était épouvantable ce qu'on se disait les uns des autres, mais ça se saluait, puis ça était quand même assez pacifique, apparemment. Mais il y a des histoires qu'on a racontées, là, qu'il y avait un catholique qui avait été battu par des protestants, ou le contraire. Mais en général, il n'y a pas eu de choses majeures. Mais c'est particulier de voir les gens qui avaient une famille et qui étaient quand même des ministres. Et il y a eu 7 religions différentes à Inverness, avec chacune leur cimetière. Ce que vous voyez ici, c'est un cimetière protestant qui acceptait aussi n'importe quelle religion. Et il y a beaucoup de francophones qui sont enterrés là. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a comme un cercle ici. Voyez-vous, un cercle? Et on pense que ce serait une tombe amérindienne. Et ça, c'est une photo récente, elle existe toujours. On peut toujours voir le cercle. Pourquoi qu'on pense ça? Parce que les Amérindiens, ils dessinaient comme un cercle et il y avait des pierres, on s'occupait vers le nord, on enterrait d'une certaine façon, il y avait des repères, comme la tête ou les pieds devaient aller vers un cours d'eau. Il y avait une façon de placer les choses et apparemment, ce serait le lieu de sépulture de Pierre l'Indien pour les francophones, Peter the Indian pour les anglophones, selon du point de vue où on se place. Et ce monsieur-là aurait vécu à Inverness la dernière partie de sa vie. C'est un clarinettiste de grand talent. Paraît-il qu'il avait 400 pièces à son répertoire. Et il se faisait beaucoup agacer par des enfants parce qu'hiver comme été, il était presque tout nu. Il avait juste un petit pagne puis il se promenait comme ça. Lui. Puis il a vécu très très vieux et même que son grand-père aurait été dans les vieilles batailles contre les Américains parce que les Indiens voyageaient beaucoup. Et c'est le seul Indien qui aurait été sédentaire, c'est-à-dire que les autres Indiens qu'il y avait des Abénaquis dans le coin, mais c'était des territoires de chasse qui avaient été concédés par Frontenac aux Amérindiens sous le régime français. Mais quand le régime anglais est arrivé après la conquête, ce traité-là, ça ne marchait plus. Là. Fait que les Indiens ont dû renégocier, mais ça a plus ou moins fonctionné. Fait qu'encore aujourd'hui, ça pose problème, ces traités-là, parce que ça ne s'est jamais finalement vraiment réglé. Fait que ça, c'est le cimetière Boutel, si jamais vous y allez. Et ce que vous voyez là, ici, c'est une petite maison de colons qui a été miraculeusement sauvegardée parce qu'elle était en dessous d'une cuisine d'été à Laurierville. On a défait la cuisine parce qu'on voulait, je ne sais pas, la défaire ou rallonger la maison, et on a découvert ça avec le loquet d'origine. Tout est d'origine. Et la maison avait 80 pouces de haut et les murs avaient chacun 11 pieds. Fait que vous imaginez vivre là-dedans, pas de fenêtre, parce qu'on n'a pas de vitre, évidemment. Les colons, ils arrivent à pied. L'hiver, ils peuvent arriver avec une charrette tirée par un bœuf, parce que les chevaux sont très chers. Et ceux qui viennent ici, c'est pas les riches, c'est vraiment les colons qui n'ont pas de terre, les colons les plus pauvres. Et on doit voyager l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est entouré de marécages. Fait qu'en étant ce qu'on appelle les swamps ou la savane, c'est qu'il y a eu beaucoup de pertes. Il y a des pertes de vie. Il y a des gens qui sont tombés des marécages et qui ont été engloutis. Il y a eu des chevaux, il y a eu des bœufs, des charrettes. Il y a eu plein d'événements comme ceux-là. Et là, les gens arrivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils abattaient les arbres d'une clairière, ils enlevaient les souches. Des fois, on en laissait une grosse souche pour faire la table. Et on bâtissait une cabane avec les arbres qu'on équarrissait à la hache qu'on venait de couper. Et c'était ça la cabane. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de plancher. Le plancher, c'est de la terre battue. Et les premiers Écossais qui n'étaient pas habitués à avoir des froids aussi intenses, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se réchauffer? Ils ont fait un trou dans la terre, une espèce de fosse, dans la maison, et tout le monde dormait dans le trou. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de poêle. Imaginez de transporter un poêle en fonte. Fait que, qu'est-ce que les plus habiles se sont fait des foyers en pierre qu'ils ont ramassés, en pierre des champs, et la plupart qui avaient du chauffage, c'était un trou dans le plafond avec un feu par terre dans un coin. Fait que ça, avec le trou dans le plafond, là, c'est pas terrible pour garder la chaleur. C'est à la longue que les gens ont transporté des poêles de fonte pièce par pièce à pied sur leur dos. Il y en a que ça les a pris 2-3 ans à ramener
On partait avec de la potasse qu'on échangeait contre des marchandises, dont des morceaux de poils de fonte qu'on amenait sur son dos. Et au bout d'un certain nombre d'années, on avait toutes nos pièces, on pouvait monter notre poêle. Fait que c'était la misère incroyable. Et il y a eu des cas où on a retrouvé des bébés gelés dans leur berceau, morts gelés dans la maison. Fait que la misère, là, moi, c'est dans toutes les recherches que j'ai faites, c'est vraiment la misère qui a été... On m'avait demandé, c'est quoi la chose qui t'a le plus surpris? C'est vraiment la misère. L'espérance de vie en 1900 était de 40 ans. Un enfant sur 4 ne se rendait pas à 5 ans. Et l'augmentation de vie avec les années, surtout avec l'arrivée des antibiotiques, a été de beaucoup augmenter. Elle approchait la cinquantaine, mais en 1918, il y a eu la grippe espagnole, et de 50 ans aux États-Unis est tombée à 38 ans à cause de la mortalité de la grippe. Fait que ça vous donne une idée, là, la dimension, puis comment ça devait être épouvantable de vivre dans ces conditions-là, nos longs hivers. Quand vous dites que vous êtes en noirceur, pas de fenêtre nulle part, ça devait être épouvantable. Puis des fois, des grosses familles là-dedans. Fait qu'on peut comprendre aussi pourquoi les gens étaient aussi souvent dehors, qu'ils aimaient mieux travailler dehors que d'être plus dans la maison. Et là, on faisait tout dans cette maison-là. C'était la chambre, c'était l'endroit où on cuisinait, où on mangeait. Et les meubles, c'était la grosse souche qu'on laissait souvent pour faire une table. C'était des bûches qui faisaient les bancs. Et les lits, c'était quoi? C'était des branchages, souvent à 3 pattes, pour pas être complètement par terre parce qu'il y avait les insectes, il y avait des bêtes qui pouvaient rentrer. Et c'était des feuilles de sapinage. C'était ça le lit. Parce qu'on n'avait rien. Le colon, il arrivait, il y avait un sac de haricots secs, là, un sac de billes, il y avait sa hache, et c'est tout. Les plus riches avaient des fois un petit litre de mélasse, mais c'était pas la norme. Là. Un petit peu de sucre aussi, mais c'était cher et rare. Souvent, les gens recevaient un 5 livres de sucre en cadeau de noces. Fait que ça vous donne l'idée de la valeur de ces choses-là. Il ne fallait pas que le diable rentre dans la cabane, hein, ça avait été pire. Il ne fallait pas que le diable rentre dans la cabane. Ah, là! C'est pour ça qu'on a construit à un moment donné, les Américains particulièrement étaient forts là-dessus, les loyalistes, on a construit des granges rondes. Pourquoi? Parce qu'on disait que le diable se cache d'un coin. Fait que comme il y avait des granges rondes, il n'y avait pas de coin, il n'y avait pas de diable. Ce que vous voyez là ici, c'est un feu qu'il y a eu à Laurierville. Je ne suis pas bien bonne des années. Les événements, ça va, mais les années... Ça s'est produit, ça c'est, je vais vous dire ça, c'est dans les années, je crois que c'est 1921 ou 29, et le tiers du village a passé au feu. Et là, quand il y avait le téléphone, ça a été dans les dernières années de 1800. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel aux pompiers de Plessisville qui sont montés en train pour éteindre le feu. Fait que vous imaginez. Ils ont été très rapides, ça a pris juste 1 heure. Mais là, tout était brûlé. Et ça a commencé, ce feu-là, c'était quelqu'un qui avait des chenilles dans un arbre et qui a fait brûler les chenilles. Le feu a pris dans l'arbre, puis là, ça a été chez le voisin, puis là, le tiers du village y a passé. Ça, c'est pour la beauté de la photo. Les démonstrations religieuses étaient extrêmement nombreuses. Il y avait les Vêpres, puis il y avait le mois de Marie, il y avait plein, puis il y avait la Ligue du Sacré-Cœur. Et ces gens-là, quand il y avait la procession de la fête Dieu, ben, tout le monde, il y a des gens qui me disaient, tout le monde était dans la procession, il n'y avait personne pour la regarder. Non. Mais les gens étaient identifiés, il y avait des banderoles. Certaines églises ont conservé des banderoles. C'est très intéressant, c'est en soie. C'est très beau, il y en a qui sont brodés à la main, c'est vraiment des œuvres d'art. Et les gens paradaient. Il y avait toutes les dames de Sainte-Anne. Et quand les gens décédaient aussi, il y avait tout un processus par rapport aux funérailles. Comme la dame de Sainte-Anne, elle, l'intérieur, c'était un satin mauve à l'intérieur de son cercueil. Et il y avait certains signes spécifiques qui montraient que c'était une dame de Sainte-Anne. La Ligue du Sacré-Cœur, c'est la même chose. Les Chevaliers de Colomb, c'est la même chose. Mais la religion était vraiment au centre de la vie quotidienne. Et les fêtes, il y en avait régulièrement. Et là, je travaille à la Société d'histoire à Victoriaville, et des messes solennelles, là, il y en avait souvent, puis des événements solennels, puis des bénédictions de toutes sortes d'affaires. C'était continuel, presque à toutes les semaines, il y avait quelque chose. Ce que vous voyez ici, c'est à Laurierville aussi, c'est une petite école.
petite école de rang, où vous voyez le tuyau du poêle. Puis une anecdote intéressante par rapport à ça, je suis en train de, ben là j'ai pas mal fini, mais j'ai rédigé le livre du 125e de Sainte-Élisabeth, et on m'a raconté, parce qu'il y a eu des personnes plus âgées qui sont venues raconter des souvenirs, et il y a un monsieur qui avait un gros pot de bine qu'il avait apporté pour les frères et sœurs de cette famille-là, et le couvercle avait été vissé trop serré. Ils ont mis ça sur le poêle pour que ça réchauffe, et le pot a explosé. Ça a l'air qu'il y en avait au plafond, ces deux, il y en avait partout, partout, partout. C'était des petites anecdotes qui arrivaient assez fréquemment. Et les enfants, dans le temps, ceux-là, on voit qu'ils ont des chaussures, mais pendant longtemps, jusqu'à après la crise, les enfants allaient à l'école nu-pieds. Et l'hiver, c'était une petite botte de caoutchouc avec un bas de laine à l'intérieur. Et ils marchaient, là. L'école n'est pas toujours la maison d'à côté, ils marchaient parfois 2 kilomètres pour se rendre à l'école et dans ces conditions-là. Mais là, parce que les enfants ont des chaussures, on peut supposer que c'est probablement une photo au début des années 40. Ici, c'est un magasin général qui est toujours à Laurier-Ville, qui est intéressant parce qu'on voit les produits, puis il y a d'autres. Puis là, vous voyez à gauche, là, les petites planches ici, c'est le bureau de poste. Dans le magasin général, il y avait le bureau de poste qui a tué les magasins généraux, même des très petits villages qui avaient 300 habitants, avaient un magasin général qui pouvait vivre, qui pouvait survivre de ce qu'ils vendaient parce que les gens ne voyageaient pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport. Donc, aller à cheval, loin, c'était quand même quelque chose. Et là, il y avait les bureaux de poste, il y avait de tout dans ces magasins-là. On vendait de la nourriture, évidemment pas de mets préparés, mais on vendait de la farine, on vendait des oranges à certaines périodes de l'année, on vendait tous les ingrédients de base, on vendait des vêtements, on vendait des chaudrons, on vendait tout ce qu'il faut pour se débrouiller. Rien de luxueux, mais tout ce qu'il faut pour la survie. Et qu'est-ce qui a tué les magasins généraux? C'est les catalogues. Avant même les moyens de transport, c'est vraiment les catalogues. Dupuis Frères et Thune. Dès que ça s'est arrivé, ça a été la fin. Ça a été la fin parce que dans le catalogue, vous faisiez venir ce que vous voulez, il y avait du choix. Le magasin général, lui, il n'y avait pas 25 modèles de robes. Le catalogue, lui, il l'avait. Fait que c'est ça qui a tué peu à peu les magasins généraux. Et évidemment, avec l'arrivée de l'automobile, les gens allaient vers les grands centres. Et encore aujourd'hui, on voit les conséquences de ça. Il n'y a à peu près plus de magasins dans les villages. Il y a un dépanneur. Le magasin général est devenu un dépanneur. Et c'est tout. Il ne vend pas de tout. Il vend un petit peu de nourriture pour dépanner, mais il ne vend pas de chaudron, de vêtements, de quincaillerie, de ces choses-là. Alors qu'autrefois, on trouvait vraiment de tout, partout. Cette madame-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui c'est? C'est Marie-Rose Turcot, une madame de Laurierville. Et cette madame-là a vécu toute son enfance à Laurierville. Son père était député de Mégantic. Et quand elle a été rendue adulte, elle a fait ses études, évidemment, et elle a été à l'Université d'Ottawa. C'était très rare qu'une fille se rendait à l'université. Elle est née en 1888. C'était exceptionnel qu'une fille aille à l'université là, vers les années 1900. Et elle y a été, et une fois qu'elle a eu son diplôme, elle est devenue la secrétaire d'un ministre à Ottawa. Et finalement, elle est devenue journaliste. Et ça a été la première auteure francophone pour la jeunesse. Et il y a une plaque sur le Parlement en Ontario qui dit que ça a été la première auteure francophone. Alors que c'est pas du tout une franco-ontarienne, c'est une fille de Laurierville. Et aussi, j'ai pas trouvé de photo, mais il y a quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est qu'il y avait 3 frères à Princeville, les frères Pratt, aussi vers les années fin 1800, qui étaient ce qu'on appelle des patenteux. Et eux se sont intéressés au piano. Puis il n'y avait pas beaucoup de fabricants de pianos à l'époque, on les faisait venir d'Europe. Et eux, ils ont dit, on va en faire des pianos. Fait qu'il y en a un qui s'est spécialisé, qui était accordeur, l'autre qui était bon dans la vente, l'autre qui était bon concepteur. Et ils ont fait des innovations qui ont été brevetées aux États-Unis et en Europe. Et en 1900, ils ont remporté un prix à l'Expo universelle de Paris. En 1900, 3 frères de Princeville. Leur usine de piano était dans la région de Montréal, mais c'est quand même des garçons qui étaient originaires de Princeville.
Et à l'époque, on dit que les grands artistes chantaient avec un piano Pratt. Ils ne voulaient rien d'autre. C'est un très, très bon piano. Et si jamais vous connaissez des gens qui ont un piano Pratt, ça vaut une fortune. C'est considéré comme vraiment là, quelque chose de supérieur. Ce que vous voyez ici, c'est Paul Dupuis, qui a joué dans Les Belles Histoires des Pays d'en haut, qui faisait le secrétaire du curé Labelle. Et cette photo-là, c'est avec le maire de Laurierville et le greffier, parce qu'il y a eu un épisode des Belles Histoires des Pays d'en haut qui a été tourné à Laurierville. Ah oui, Et j'ai demandé c'était quoi l'épisode. C'était Bill Wabo et la sœur d'Élima, la sœur de Séraphin, la Grangeon, qui ont été chassés ensemble. Et là, le curé Labelle, en apprenant que la Grangeon avait été chassée avec un sauvage, il est parti avec son secrétaire pour courir après, pour lui dire « Tu retournes chez vous, tu fais pas ça ». Et ça a été un des épisodes des Belles Histoires des Pays d'en haut. Évidemment, à Laurierville, ça a été toute une histoire. Ça s'était tourné sur, chez Monsieur Binette, qui avait comme une pourvoirie. Dans le temps, ça s'appelait pas comme ça. Non, ça s'appelait pas comme ça. C'était un parc à chevreuil qui disait. Aujourd'hui, on appellerait ça une pourvoirie. À l'époque, c'était pas le cas. Là. Il élevait du cerf. Puis les gens pouvaient aller chasser. Fait que là, c'est ce qu'on m'a dit, que les gens payaient pour aller chasser sur les terres. En tout cas, c'est pas n'importe qui pouvait rentrer là. Hein. C'était tout clôturé. Oui, mais c'était vraiment, il y avait un chalet. Oui, il y avait le chalet. Il y avait le chalet. Par des gros bergers allemands. Et c'est les gens, dans le fond, les gens qui acceptaient de payer pour vivre une expérience de chasse qui pouvaient aller là. Fait que ça s'est fait à l'époque, là, dans les années 60. Ici, c'est une photo de Lister. Il y avait un moulin à scie, et même il y en a eu deux à une certaine époque, mais un moulin à scie qui a été là très, très, très longtemps. Le moulin Simoneau. Et là, vous voyez, ça, c'est les enfants Simoneau qui sont sur les arbres, et on voit pourquoi la région s'appelle les Bois-Francs. C'était des arbres immenses. Et c'était comme ça partout. Et aujourd'hui, avec les coupes à blanc, on ne retrouve plus ça, ces arbres-là d'une dimension pareille. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas été plus attentif à préserver nos forêts, parce que c'était vraiment des forêts magnifiques qu'on avait ici. Ce que vous voyez ici, c'est une autre photo de l'Istaz, c'est dans le temps de la crise. On le devine facilement, là. On vous voit probablement que la madame est habillée, la madame de gauche, avec des poches à sucre, parce qu'on n'avait rien d'autre quand c'était pas une poche de patate. Et la maison est délabrée. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'argent. On n'a plus d'emploi, on n'a plus de travail, on n'a plus rien. Les gens sont découragés. Évidemment, quand on n'a pas de sous pour manger, on ne répare pas la maison, on mange avant. Là. Fait que ça, c'est une photo vraiment représentative de l'époque, là, que la vie n'a pas nécessairement été facile pour nos ancêtres. Ce que vous voyez ici, c'est le manoir King à Lister. Le manoir King, il y a eu beaucoup de rallonges à ce manoir-là. Ça, c'est le manoir d'origine. Les King, c'était des anglophones qui faisaient le commerce du bois. Et le commerce du bois, ça a été une activité extrêmement lucrative. Il y a des fortunes considérables là, qui se sont faites avec le commerce du bois. Et le King en particulier, lui, a épousé la fille d'un monsieur qui avait déjà des grandes concessions de bois. Et évidemment, c'est lui qui gérait le portefeuille de sa femme, parce qu'une femme ne pouvait pas gérer son portefeuille. Elle ne pouvait pas posséder non plus des choses. Donc lui, évidemment, il a géré le portefeuille de sa femme, et c'était des gens qui avaient énormément d'argent. Par contre, ils ont été des bienfaiteurs pour l'Istère. C'est des gens qui ont donné beaucoup. Et ce qui est particulier, c'est que c'était des protestants. Et juste à côté de l'église catholique, il y a un petit carré où ils sont enterrés. Parce qu'ils ont été reconnus comme étant des bienfaiteurs. Il y avait quelques membres de la famille aussi qui étaient catholiques. Et il y avait leur banc à l'église qui leur était réservé pour les catholiques, les kings qui étaient catholiques. Fait que la personne, évidemment, les kings pouvaient vivre n'importe où. Il y avait des sous. Ils pouvaient aller à Montréal, à Québec, mais ils ont choisi de demeurer à Lister parce qu'ils étaient attachés aux gens. Par contre, il y a eu des squatteurs qui se sont installés sur leur terre et ils les ont emmenés en cour pour les déloger.
Et il y a un squatter, entre autres, qui a été contre King et le squatter a gagné. On lui a reconnu le droit de propriété. Son avocat était Sir Wilfrid Laurier, qui n'était pas sire à l'époque, qui était un simple jeune avocat inconnu, mais qui avait quand même beaucoup de talent pour plaider. Et d'ailleurs, Wilfrid Laurier a plaidé pour un monsieur qui a mis le feu à sa maison parce qu'il y avait une jeune maîtresse, puis il voulait se débarrasser de sa femme. Fait qu'il a mis le feu à la maison. Et il y avait 2 enfants qui ont brûlé avec la femme, mais lui voulait sauver les enfants, mais le feu a pris trop vite. Il voulait juste laisser brûler sa femme, pas les enfants. Et finalement, il était condamné à être pendu, et Wilfrid Laurier a été en appel et il a été sauvé. Parce qu'on a dit que sa femme était à carrière, qu'elle n'était pas fine, elle faisait toutes sortes de mauvais coups, donc on lui a donné des circonstances atténuantes, ce qui est quand même assez particulier, parce qu'en général, pour un meurtre, c'était la peine de mort. Puis, entre autres, il y a eu 2 pendaisons dans toute l'histoire du district d'Arthabasca, dont l'érable dépendait, il y a eu 2 pendaisons. Et là encore, quelque chose de particulier, c'est que j'ai vu dans les archives une petite fille d'Inverness, une petite anglophone, qui c'était l'histoire d'Aurore. Aurore, l'enfant martyr, c'était l'équivalent. Et la maraude, elle n'a presque rien eu comme conséquence. C'était sa tante. Il n'y a presque rien eu. Fait qu'il y a des choses que tu comprends pas, là. Une qui est pendue, l'autre fait la même chose, elle est pratiquement graciée. Elle a eu, je pense, 14 mois de prison. Fait que je ne sais pas quelles circonstances atténuantes on a trouvées dans ce cas-là, mais en tout cas, ça en est très bien sauvé. Ici, ce que vous voyez, je vais essayer de la remonter un petit peu. Cette photo-là, c'était la beauté de la cuisine de cette madame. Ça, c'est Notre-Dame de Lourdes. Regardez ça, ça c'était le top. C'était le modernisme là, extraordinaire. En 1960, à l'époque, on avait un lavabo puis 2 portes en bas. Puis s'il n'était pas, vous avez une fenêtre, 2 portes en haut, c'est tout. Et elle avait tout un mur en armoire avec un comptoir. C'était exceptionnel. Toutes les voisines étaient rendues là pour voir ça. C'était là d'une grande beauté, cette cuisine-là. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui s'appelle Delphus Bédard, Notre-Dame de Lourdes. Ce qu'il y a eu de particulier, c'est qu'il s'est marié 6 fois. Oh, c'est particulier. Et c'était pas des divorces. C'est pas Elizabeth Taylor. Les femmes mouraient tout le temps. Mais ces femmes, ils mouraient les unes après les autres. Il y en a une qui a vécu 15 jours. Ah, Cette année-là, il en a marié 2. Puis malgré qu'il était marié 6 fois, il a passé une 20aine d'années de veuvage. Qui était seul. Mais il se mariait, puis ses femmes mouraient. Et la dernière qu'il a épousée, ben, elle dit, moi, elle dit, il ne m'aura pas. Puis finalement, elle l'a enterré. ah oui. Et elle est morte, je pense que ce monsieur-là a vécu jusqu'à 92 ans, et sa conjointe, la dernière, est morte plusieurs années après, parce qu'elle était beaucoup plus jeune que lui, mais aussi à 92 ans. Ce que vous voyez là, c'est un vicaire. On appelait ça un assistant de Notre-Dame de Lourdes. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'était un Indien. Son nom, c'est Prosper Vincent, et il est devenu curé, ce qui était extrêmement rare qu'un Amérindien devienne prêtre. Et il était spécialiste dans la musique amérindienne. Et Barbeau, qui est un grand ethnologue, a été l'enregistré. Il paraît qu'il y avait un répertoire de 2000 chansons amérindiennes qui a été enregistré sur des cylindres de cire. Et les Indiens n'avaient pas d'écriture, il n'y avait pas rien de tout ça, fait que c'est oral. Il retenait tout ça. Et lui, à Notre-Dame de Lourdes, là, c'était toute petite paroisse, puis il paraît qu'ils ont eu une chorale exceptionnelle parce que lui, il était vraiment doué en musique et il avait mis beaucoup d'importance sur la chorale. Et lui aussi a été le correspondant pour Notre-Dame de Lourdes pour le journal Le Mégantic. Le journal Mégantic a été publié à Plessisville entre 1899 et 1900. Ça a duré juste un an. J'ai tout eu les copies, j'ai tout lu ça. Et on pense que les gens en 1900 ne connaissaient rien de la situation, mais c'est pas vrai. Il y a eu des balles costumées sur la patinoire publique qu'il y avait à Plessisville, et il y avait des gens qui étaient déguisés en bohère, parce que c'était la guerre des bohères. Donc les gens, s'ils se déguisaient en bohère et en aborigène, ils savaient qu'il y avait une guerre, ils savaient ce qui se passait. Les journaux en parlaient à l'époque.
Et il y a eu des gens de la région qui ont participé à la guerre des Boers et il y en a eu aussi qui ont participé à la guerre de sécession. Des gens de Plessisville. C'est assez particulier, ça. Pourquoi qu'ils ont fait ça? Bien, la guerre de sécession, c'est parce que les gens, c'était la famine ici, c'était la crise économique, et les gens, ils se disaient, si je vais faire la guerre aux États-Unis, après, si je survis, je vais être un vétéran. Puis quand je vais être un vétéran, bien là, je vais avoir une terre gratuite, parce qu'on donnait des terres aux vétérans. Donc, c'est pour se sauver de la misère. Et les jeunes aussi, c'était l'esprit d'aventure qui les attirait. Puis la guerre des Boers, puis il y a eu les Zouaves aussi, il y a des gens de la région qui ont été... Les Zouaves ont été... Plusieurs ont été à Rome pour défendre le pape, mais ils ne se sont jamais battus. Ceux qui sont morts d'épidémies de maladies. Parce que la guerre a été perdue. Garibaldi avait des troupes, les Zouaves ne pouvaient pas gagner là, avec ça. C'était des troupes entraînées d'un pays, d'une armée régulière. Donc, les Zouaves n'ont rien fait là. Sauf qu'il y a eu des histoires particulières, comme par exemple Louis-Philippe Hébert, qui est un garçon de Sainte-Sophie, est allé, lui c'est un petit gosseux, il l'appelait le petit gosseux du village, il ramassait des petits bouts de bois, il faisait des petits bonhommes, et lui, il a été choisi pour être, parce qu'il fallait soumettre sa candidature, on étudiait votre vie, puis on disait oui tu y vas ou non tu y vas pas. Il fallait avoir un parcours là, très pieux pour être accepté comme zouave. Et lui, il a été choisi, et il a été à Rome. Et une fois à Rome, comme il ne s'est jamais battu, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait beaucoup de temps libre, il a visité les musées. Il ne connaissait rien alors, il ne savait pas que ça existait. Et quand il est revenu, il dit, moi, je vais être sculpteur. Évidemment, Sainte-Sophie, des sculpteurs, il n'y en avait pas. Fait que déjà, ça a causé toute une commotion. Et il y a eu beaucoup d'aide. Il y a M. Cormier, par exemple, qui avait le magasin général, qui est un riche marchand. Lui, il a aidé Louis-Philippe Hébert, il a aidé Alfred la Liberté. Alfred la Liberté, c'est un garçon qui est né à Sainte-Élisabeth, mais qui est arrivé à Sainte-Sophie à 12 ans. C'est assez particulier que deux grands sculpteurs soient issus d'un si petit village. Et Louis-Philippe Hébert a eu une réputation supérieure à Alfred de la Liberté, mais c'était quand même un grand sculpteur, Alfred de la Liberté aussi. Sauf que Louis-Philippe Hébert a été considéré comme le plus grand sculpteur canadien de tous les temps. C'est quand même spécial. Et il y a eu de l'aide de M. Cormier, et il y a eu de l'aide aussi de M. Cormier, entre autres, qui est un ancien patriote. Et il y a eu de l'aide aussi de Wilfrid Laurier. Et le premier prix qu'Alfred la Liberté a remporté, c'est un buste de Laurier qui a gagné un prix à l'exposition agricole de Québec. Ce que vous voyez là, c'est une école, on est rendu à Plessisville. C'est une petite école et ces pupitres-là, c'est assez particulier. On en voit souvent comme les images précédentes où les enfants sont 2 par 2, puis la tablette, le dos de l'autre pupitre, c'est là-dessus à eux. Mais ceux-là, c'est des pupitres très larges, qui sont 4. J'avais jamais vu ce genre de pupitre-là ailleurs qu'ici. Probablement qu'il y avait beaucoup d'industrie du bois. Fait qu'on pouvait se permettre d'utiliser davantage de bois, parce que c'est sûr, ça prend plus de bois faire ça que les autres qui avaient juste une tablette et un banc. C'était comme ça quand j'allais à l'école, c'était des bains comme ça. Il y avait 6 mois là-dedans. Mais c'est des beaux pupitres. C'est des beaux pupitres, mais d'un modèle vraiment particulier. Comme une tablette en fait. Cette photo-là, c'est une photo de Plessisville. Ce que vous voyez au fond, c'est le cimetière. L'éditeur a failli la mettre dans mon livre. Il a vraiment hésité parce qu'il trouvait que c'était une photo exceptionnelle pour l'époque. Ça a été pris du clocher de l'église et on voit les potagers derrière les maisons. Même si c'est un milieu urbain, on voit qu'il y a une belle qualité de vie. Et vous voyez comme les terrains sont propres aussi. Plessisville, ça a toujours été une ville coquette, une ville propre. Puis les gens déjà avaient le souci d'avoir des belles maisons puis de ne pas avoir toutes sortes de déchets autour. Et on voit que pour le temps, c'est dans les années 1920, c'était déjà très très bien comme municipalité. Mais malheureusement, elle n'est pas dans mon livre parce que il y avait trop de photos pour... c'est 200 photos. Et là, il a fallu faire un choix. Ici, ce que vous voyez, c'est une jeune fille qui s'appelle Marie-Claire Tremblay. Et elle était au sanatorium de l'hôpital à Plessisville.
l'hôpital Sacré-Cœur, il y avait un étage, c'était le 5e, je crois, et là, on mettait les tuberculeux. Il y avait aussi le salarium où il y avait les cures d'air. Et cette jeune fille-là, elle a fondé l'association de la jeunesse souffrante catholique. C'était à l'époque où il y avait la jeunesse ouvrière catholique, la jeunesse étudiante catholique, et elle, c'est la jeunesse souffrante catholique. Son association a eu une espèce de publication une couple de fois par année qui s'appelait La Houlette. Et la jeune fille est morte à 23 ans et ça a vécu quelques mois après elle et finalement c'est tombé. Il faut dire aussi que la tuberculose, on a trouvé comment soigner la tuberculose, alors qu'à l'époque, c'était pratiquement une condamnation à mort. Il y en avait plus que la moitié qui en décédait et l'autre, on ne sait pas comment, guérissait. Mais c'était probablement des personnes qui avaient plus de résistance. Mais à partir du moment où on a développé des antibiotiques et des vitamines aussi qu'on administrait de bonne façon, la tuberculose a été enrayée, ou à peu près. Ici, connaissez-vous ça? C'est le domaine Kelly, qui est à peu près où est le golfe. Et ça le passe au feu. À l'époque, il y avait une scierie à côté qui a fait vivre beaucoup de gens de Plessisville et le feu a pris et la maison, le feu a pris à la scierie et la maison a brûlé en même temps. C'est dommage parce que c'était une très très belle maison. Et les Kelly sont restés un bout de temps ici. C'était des Irlandais. Ça appartenait à lui, le moulin à fou. Oui, c'était à lui. Il l'avait acheté d'un Anglais protestant, puis lui, c'est un Irlandais catholique. Ce que vous voyez là, ici, c'est la salle knitting, le party de Noël. Il y a une autre photo dans mon livre. L'autre photo, c'est les employés, parce qu'il y avait les employés qui avaient un banquet d'une salle, les femmes et les enfants étaient dans une autre salle. Oh non! Fait que l'éditeur a choisi celle des hommes et des secrétaires, et les épouses des ouvriers étaient dans l'autre salle avec les enfants, probablement qu'ils voulaient manger tranquille, fait qu'ils ont dit on va envoyer les enfants dans l'autre salle. Et chaque enfant avait un cadeau. Et c'était à l'époque, c'était une façon de s'attacher à ses employés. On payait par exemple les petits contremaîtres, on les emmenait dans des camps de chasse, dans des camps de pêche, pour les fidéliser à l'entreprise, pour qu'ils prennent l'entreprise à cœur. C'était courant à l'époque que ça se faisait. Il y avait des liens qui se tissaient très serrés entre les patrons et les employés. Dans quelle année? C'est dans les années 40-50. Michaud. Ça, c'est la famille Michaud. Cette famille-là, ils sont... Mon mari, c'est un Michaud. Oui, Il est là. il est là. Jacques. Il est où? Le quatrième, là, à partir de gauche. Ah, première banque. Les noir, La famille Michaud, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un pèlerinage à Rome et dans les villes saintes. Ouais. Et au retour à Obiu, l'avion s'est écrasé. Et les gens ont été enterrés là, sur place pratiquement. Et on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé dans cette histoire. Ça se passerait pas de même aujourd'hui. Non, apparemment que l'avion qu'ils ont pris ne devait pas voler, qu'elle devait être réparée, puis finalement ils ont décidé qu'elle volerait. C'est bizarre cette histoire. Mais ce qu'on m'a dit, c'est une madame Michaud qui m'a fourni la photo, les deux photos en fait, parce qu'il y en a une autre dans le livre. Elle, cette photo-là, on voit, c'est la photo de deuil. Oui. L'autre photo qui est dans le livre, c'est une photo de Noël, les parents sont là. Oui. Là, les parents ne sont plus là. Et les liens familiaux ont resté très serrés. Les plus vieux se sont occupés des plus jeunes parce qu'il y en a des petits, là. Oui, il y avait 4-5 de mariés, puis on fait la plus vieille, la plus jeune, c'était sa filleule, puis elle l'a élevée, puis là, les autres, ils ont été comme au collège, puis ils ont été placés, de même, puis après, ils sont revenus, ça s'est marié, ça. Parce qu'à l'époque, il faut tenir compte qu'il n'y avait pas des assurances comme aujourd'hui. Fait que les gens, ils n'ont pas eu grand-chose là, par rapport à ce drame-là. Et le monsieur, le papa, c'est un gros cultivateur, mais là, il fallait que les plus jeunes, on se débrouille pour... Puis tous les enfants ont été instruits, ce qui est quand même louable. Et les liens familiaux, ce que me disait Mme Michaud, ont toujours été très serrés. Ils sont toujours restés très unis. Puis ils sont toujours restés ensemble, là, malgré cette tragédie-là. Parce que ça arrive dans des tragédies que les enfants sont éparpillés, puis les liens se perdent. Puis ils sont 19 enfants, puis il en reste encore 14. Juste, oui. Puis ça arrivé en 1950.
Le bébé avait 5 ans, le plus jeune avait 5 ans. Il y avait, en même temps, il y avait eu, parce que c'est le diocèse de Québec, ça fait que la plupart des pèlerins venaient de Québec, puis il y en avait un de Saint-Samuel aussi. Un monsieur de Saint-Samuel qui était dans l'avion. Évidemment, tout le monde est décédé. Et c'était considéré comme une chance extraordinaire de pouvoir faire ce pèlerinage-là. Et même, il y a certaines paroisses qui vendaient des billets. Les gens achetaient des billets pour avoir le privilège de faire le voyage. Et ça, c'est arrivé. Et il y a quelques années, il y a des enfants qui ont été... L'an dernier, il y a eu une fête au cimetière, ils sont tous enterrés dans le même cimetière. Puis l'auréat est allé l'année passée. Oui, puis ça a été passé dans les nouvelles. Il y a eu un reportage à la télévision, à Radio-Canada pour parler de ça. Évidemment, les enfants de ces gens-là, c'est arrivé en 1950, fait qu'ils sont, il y a personne qui a 20 ans là-dedans. Et les plus jeunes, ils étaient tellement petits aussi qu'ils ont assez peu de souvenirs de cette histoire-là. Mais la madame qui a été, je pense que c'était une des plus vieilles. Hein? Ils sont pas mal toutes, elles sont... Chacun leur tour. L'année passée, oui, il y en a 4-5 qui sont allés l'année passée. Oui, il y en a plusieurs. La plupart étaient de Québec, évidemment, parce que depuis civil, il y avait juste eux. Puis un monsieur de Saint-Samuel qui semble qu'il était célibataire. Fait que les autres étaient des gens de Québec, mais des gens de civil. Oh, il y avait de la Beauce, il y avait un peu de Rochester. Mais de la région même de civil, il y avait juste eux. Il avait été choisi ça parce qu'il était une famille nombreuse. C'était 19 enfants. Fait que ça a été un privilège qui finalement a été une tragédie. Mais, oui. Ça, c'est la même famille. Ben oui, il y a des photos. C'est la même famille de plus récemment, évidemment, parce qu'ils se réunissent de façon régulière, là, puis c'est une des photos qui a été prise à ce moment-là. Là, on est à Plessisville, on est toujours à Plessisville, et ce que vous voyez là, c'est une séance de collège. C'est pour montrer que ça, c'est au début de 1900, vers 1920. Fait que le théâtre à Plessisville, c'est pas d'hier. À Plessisville, les collèges et les couvents étaient réputés pour le théâtre et la musique. Parce qu'il y a des élèves qui apprenaient le piano, le violon, les arts étaient mis beaucoup en évidence, on mettait beaucoup d'énergie, les religieux, les religieuses mettaient beaucoup d'énergie à former les jeunes au niveau artistique. Et là, vous voyez quand même, pour l'époque, ils ont quand même des beaux costumes. Et c'était à l'époque du collège, donc les rôles féminins étaient tenus par les garçons, parce qu'il ne fallait pas faire rentrer des filles. Il ne fallait pas que ça soit trop proche. Fait que les rôles féminins étaient des garçons, puis dans les couvents, les rôles masculins, c'était des filles qui les jouaient, c'est sûr. Ça commençait à se mélanger là, vers la fin des années 60. Cette photo-là est exceptionnelle. Et l'éditeur, j'ai essayé autant qu'elle soit dans mon livre, et il a toujours refusé parce qu'elle était trop petite. Cette madame-là est la survivante de la pire tragédie qu'il y a jamais eu dans tout le Canada. Un infanticide. C'est arrivé à Stanford, qui est devenu Princeville. Sa mère, qui s'appelait Domitilde Laventure, mariée avec Fabien Bourret, a tué 7 de ses 8 enfants à coups d'hache. Et après, elle s'est tranché la gorge avec le rasoir de son mari. Pourquoi Edwidge a survécu? Edwidge avait 14 ans, c'était l'aînée, la plus vieille. Elle travaillait chez son oncle à Saint-Norbert. Elle était venue pour la fin de semaine. Et sa mère a beaucoup insisté pour qu'elle reste à coucher. Et elle n'a pas voulu. Elle dit non, elle dit je vais coucher chez des amis. Elle dit je viendrai demain avant de partir vous saluer. Puis elle dit je vais coucher. Et le lendemain, quand elle est arrivée, c'était des gens excessivement pauvres. Ils vivaient dans une cabane et la cabane était barrée de l'intérieur. Fait que là, elle n'était pas capable de rentrer et elle a regardé par la seule fenêtre de la maison, parce que c'était une maison misérable, il y avait juste une fenêtre. Et là, elle a vu du sang coagulé qui tombait du plafond jusqu'au plancher. Parce que c'était toutes des planches disjointes et le sang. La mère, elle a barré la porte, elle a couru après ses enfants et elle les a tués un par un. Il y en avait une qui avait 13 ans et elle s'est beaucoup défendue. Et ça a été raconté dans le livre de Charles-Édouard Mayotte, qui a copié pratiquement mot à mot dans le livre de Saint-Germain, ce qui s'est passé. Et ça s'est parlé dans les journaux de l'époque, pas dans l'Union, parce que l'Union a été fondée en 1867,
Et ça, c'est arrivé avant, donc on n'a pas parlé. Mais on a parlé dans la presse de Montréal et on a parlé beaucoup dans le Chronicle, qui est un journal anglophone de Montréal. Et là, moi, j'ai tout retrouvé, ce qui s'était écrit à l'époque, et on dit que c'était une jeune fille, quand la maman, pas elle, la maman était une jeune fille qui était, aujourd'hui on dirait dépressive, mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Fait qu'on disait c'était une jeune fille étrange. Mais là, on a dit, bon, on va la marier, ça va se replacer. Évidemment, quand on est une jeune fille étrange, ben, on n'a pas les meilleures parties. Fait que qui a voulu d'une jeune fille étrange? C'est un garçon très pauvre. Puis le garçon très pauvre, lui, il allait aux États-Unis dans le temps des foins pour faire les récoltes, pour faire un peu d'argent, et il allait à pied en suivant le rail de chemin de fer pour sauver le prix du billet de train. C'était la pauvreté extrême. Et cette madame, la maman, elle avait été voir des voisines parce qu'elle faisait de la couture à la main, évidemment, c'était sûr qu'il n'y avait pas une machine à coudre, c'était pauvre. Elle faisait un petit peu de couture à la main en échange de ce qu'on appelait des provisions de bouche, de quoi manger pour ses enfants. Et là, elle avait eu de la couture à faire, du reprisage, et elle avait tout rapporté aux voisines, puis elle avait dit, je ne suis pas capable de les faire. Fait que je vous rapporte votre ouvrage, puis je vous rapporte la nourriture que vous m'avez donnée, parce que je ne pourrais pas le faire. Puis là, les gens l'ont trouvé un peu déprimée, mais pas plus que ça. Et là, elle avait dit aussi à une de ses belles-sœurs, elle a dit, moi j'ai peur que mes enfants meurent de faim. Et finalement, c'est cette tragédie-là qui est arrivée. Elle avait un bébé de quelques mois. C'était peut-être aussi ce qu'on appelle maintenant les baby blues. Après un accouchement, qu'une madame a une phase dépressive, on ne sait pas vraiment. À l'époque, les maladies mentales n'étaient pas du tout diagnostiquées, puis on ne connaissait pas ça. Les psychiatres, ça n'existait pas. On ne connaissait même pas les noms des maladies. Fait que cette madame-là a survécu, 14 ans, s'est retrouvée. Là, on a fait venir son père des États-Unis, d'urgence, parce que lui était en train de faire les récoltes de foin. Fait que quand il s'est emmené, il restait le père et la fille. Puis là, ça a été, on a enterré ces gens-là, évidemment, il y avait 7 tombes d'enfants et la tombe de la maman. Ça faisait 8 cercueils qui avaient chacun, c'était comme des charrettes funéraires dans le fond, là, de chacun des corbillards qui étaient tirés par des chevaux. Ça s'est en allé, ça, à l'église. La vieille église de Stanford, ça a été la dernière année avant qu'on construise l'église actuelle. Et là, ça a été comme une procession de chars funéraires. Et tout le monde a été voir ça. Les députés étaient là, c'était une tragédie épouvantable. Et dans les journaux, on a dit, il y a quelques années, une mère a tué ses 4 enfants, c'est le pire infanticide qui est jamais arrivé. C'est pas vrai, c'est celui-là le pire. Mais celui-là, ça s'est fait dans la fin des années 1800. Le train venait d'arriver à Princeville, mais le train, c'est pas tout le monde qui avait les moyens de le prendre. C'est sûr que ça a amené de la prospérité parce que les gens pouvaient vendre des marchandises, pouvaient en faire venir aussi. Mais il y a toujours des gens qui ont tellement pas d'argent qui sont exclus du moyen d'en faire de l'argent. Fait qu'ils sont comme tout le temps à côté des autres, puis eux, ils restent avec rien tout le temps. Et c'est probablement ce qui a fait que cette madame-là a comme perdu le sens de la réalité, pour décider de poser un geste comme celui-là. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que cette jeune fille-là a marié un monsieur de Saint-Norbert, mais une fois qu'elle était veuve, elle est revenue vivre chez son père à Princeville. Puis quand même, les gens savaient ce qui s'était produit, là. Et même que beaucoup des descendants qui n'ont pas su ce qui était arrivé. On ne leur a pas dit, parce qu'il y avait comme une honte à ça. Et ce qui est particulier aussi, c'est que la fille et le père sont morts la même année. Le père s'est remarié, et au moment d'un recensement, il y avait une jeune fille, une enfant qui vivait avec le vieux couple, une petite couture, Marie Couture, A-R-Y. Mais le lien de parenté, s'il y en avait un, on ne sait pas, ou est-ce que c'est un enfant qui gardait, on ne sait pas du tout. Mais elle est revenue vivre avec ses 2 filles, il y avait la petite Marie Couture et son père et la nouvelle femme de son père qui vivent ensemble. Fait que ça a été sûrement une histoire tragique. Mais moi, quand j'en parle dans mon livre, mais la photo n'est pas là parce qu'ils m'ont refusé, je l'ai mis avec la vieille église de Princeville où ont eu lieu les 9 funérailles, dans le fond. Mais imaginez des gens qui ont tendance à être dépressifs, à prendre une nouvelle comme celle-là, qu'on descend de cette famille-là. C'est pas souhaitable. Fait que moi, j'ai parlé de cette histoire-là, mais des ancêtres, mais pas des descendants.
Parce que si c'est peut-être mieux qu'ils ne sachent pas, tout simplement. Si les gens font des recherches et puis tombent là-dessus, ben là, ça a été dans les journaux, hein, c'est pas un secret, là, tout le monde peut trouver ça. Mais c'est quand même une tragédie épouvantable. Puis c'est peut-être pour ça aussi que les parents, des fois, hésitent à dire ça à leurs enfants, parce que c'est un choc là, d'apprendre ça. Puis si tu as tendance à être dépressif, ben, tu te sens un peu condamné par rapport à ce qui s'est produit. Fait que ça, c'est notre Edwidge Bourret s'est marié avec un Lemieux de Saint-Norbert. Ça, c'est la vieille église de Princeville. Je vais essayer de vous la remonter. Ça, c'est là qu'a eu lieu les funérailles. Une année après, elle passe au feu. Et l'église actuelle de Princeville est une reproduction en miniature de la cathédrale de Nicolette. Mais pas la cathédrale actuelle. La cathédrale qui a eu un affaissement de terrain et qui est tombée là, dans le ravin, c'est une réplique en miniature de cette cathédrale-là. Les cathédrales qui ont été reconstruites après est très moderne. Ça n'a rien à voir. Maintenant, prochaine diapositive. L'hôpital Saint-Hilaire, Princeville. Un hôpital privé qui a été un des derniers qu'il y a eu dans la région, parce que c'était pas un hôpital qui était tenu par des religieux ou des religieuses, c'était un médecin qui avait ouvert son hôpital. Ce qu'il faisait, c'était des petites opérations, émidales, appendices, les accouchements. Et dans les années où l'assurance maladie est arrivée, à la fin des années 60, il y a eu de la syndicalisation des employés d'hôpitaux et l'hôpital n'était plus rentable, donc elle a fermé. Mais ça rendait quand même service. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on aimerait bien ça avoir notre hôpital. Parce que quand on avait de quoi de pas trop grave, on avait du service, on n'était pas obligé d'aller à l'hôpital. Mais c'est dans la même époque aussi où c'est fermé l'hôpital de Plessisville. On a centralisé les services, pas nécessairement pour le mieux. Ce que vous voyez là, c'est un collège qui est devenu une tannerie à Plessisville. C'est assez particulier parce qu'à Princeville. Habituellement, c'est le contraire. C'est qu'on va prendre une usine, on va en faire une école. Là, c'est le contraire. Et c'est revenu, après la tannerie, c'est revenu à une autre école. Au début, c'est un collège de garçons. Après ça, ça a fait un couvent pour les filles. Mais l'éducation, on voit qu'il y avait une école et il n'y avait pas assez d'élèves, on l'a fermé. Fait que l'éducation n'était pas une priorité. Puis c'était quand même assez gros, là. Fait que c'était pas des Écossais. Ça aussi, c'est à Princeville. On voit, je vous disais tantôt, qu'on mettait beaucoup d'accent sur la formation culturelle des jeunes. Et là, vous avez une classe de violon. C'est quand même intéressant. C'est pas Montréal, c'est pas Québec, là. C'est Princeville, puis il y avait une classe de violon. Ici, c'est Philomène Desharnais, qui vivait aux limites de Princeville et Saint-Norbert. Et Philomène Desharnais, on n'est pas certain que c'est une photo, ça ressemble plus à un dessin, où il y a des fois, il y avait une photo, puis on dessinait par-dessus, on ne sait pas vraiment, mais il semble que ce soit assez ressemblant à ce qu'elle était. Cette jeune femme-là, à l'âge de 4 ans, était dans une cabane à sucre, puis ses parents faisaient la cueillette d'eau d'érable, et elle a été enlevée par les Indiens. Ce qu'on m'a dit, c'est que les Indiens, eux, ils rentraient partout, ils étaient chez eux partout, puis la petite fille était rousse. Ça les a impressionnés. Fait qu'elle était seule. Donc, pour eux, elle était abandonnée. Fait qu'un enfant abandonné, on la recueille, puis on l'amène avec nous autres. Et là, les parents, évidemment, la petite fille n'était plus là. Fait que là, il y a eu des battues d'organiser. Et c'est quelqu'un dans une autre municipalité qui a vu la petite fille. Ils l'ont boucanée. Puis elle était sale pour essayer qu'il voit que ça ne paraisse pas qu'elle n'est pas une Indienne. Mais finalement, les gens ont dit c'est une petite blanche. Puis dans la région de Princeville, il paraîtrait qu'il y en a une petite fille qui est disparue parce que les Indiens étaient nomades, tués. Qu'on lui a arraché les ongles, des choses comme ça. Et c'est pas vrai. Parce qu'il y a eu des descendants, puis la grand-mère a dit ils m'ont jamais rien fait. Ils m'ont juste boucané, mais ils étaient curieux de l'observer, mais ils l'ont jamais torturée. Mais pourquoi on a dit que les historiens ont dit qu'elle avait été torturée? Il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça, c'est qu'on ne voulait pas de rapprochement entre les Indiens et les Blancs. Pourquoi? Parce que les femmes amérindiennes, ils étaient très légères, si on veut. Ils couchaient facilement avec les hommes. Et les femmes, c'était vraiment la liberté sexuelle. S'il y avait un invité dans la tribu, ils fournissaient une femme pour la nuit. C'était comme ça, c'était dans leurs mœurs.
Et évidemment, les curés, réalisant ça, ils ont dit, ben là, nos Blancs vont se mettre à courailler, puis ça va faire que nos femmes, ils vont être dans la misère. Fait que là, on a comme démonisé les Indiens, on dit c'est des gens cruels, c'est des gens méchants, pour pas qu'il y ait de rapprochement. Parce qu'on avait trop peur des conséquences. Donc, la petite Philomène, elle n'a pas été martyrisée. Ce curé-là, c'est le curé Voyer, qui était le curé Saint-Pierre-Baptiste, dans les années 1920-1930. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'à l'époque, quand il y avait des cas d'inceste, un père qui abusait de sa fille, souvent la religion cachait ça et protégeait l'abuseur. Mais lui, le curé Voyer, il y a eu un cas d'inceste, un père avait fait un enfant à sa fille, il l'a déclaré en chair. Ce qui est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et lui, quand il a entendu parler, le curé, que le père est en train de mourir, il a été pour lui donner les derniers sacrements, pour pas qu'il aille en enfer, pour qu'il ait le pardon, et la fille l'a reçu avec un fusil. Quand il a demandé de s'en retourner. Mais il faut comprendre que la fille, c'était sa survie, son père. Imaginez, si on sépare le père et la fille, de quoi elle vit? Elle a un enfant, elle n'est pas mariée, qu'est-ce qu'elle va faire pour vivre? Les femmes ne travaillent pas, les femmes ne peuvent pas occuper d'emploi, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a rien. Fait que ça fait qu'à un moment donné, la nécessité fait que les personnes ont des valeurs un peu tordues, parce qu'ils sont dans des situations tordues aussi. Fait que ça, c'était vraiment un exemple de courage. Ce monsieur-là, c'est un monsieur pèlerin, Sainte-Sophie. Ce monsieur-là était aveugle. À l'âge de 4 ans, il est devenu aveugle. Et il a été le premier aveugle à obtenir un doctorat de l'Université de Montréal. Fait que quand on a du talent, on finit par faire quelque chose. Ici, c'est pas dans une ville, c'est à Sainte-Sophie. Il y avait une banque de Chalaga à Sainte-Sophie. Il y avait beaucoup d'institutions bancaires dans les petits villages parce que entre les deux guerres, avant la guerre de 1900, après la guerre de 1914, avant celle de 1939, il y a eu une période de prospérité. Et là, on s'est dit, les gens commencent à avoir plus d'argent que ce qu'il faut pour vivre. Donc, ils ont des économies. Les économies, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les mettent à la banque. Donc, c'est payant pour une banque de s'établir dans un petit village puisque les gens déposent des économies là. Mais là, quand est arrivée la crise de 29, toutes ces petites banques-là ont fermé pour rationaliser les opérations, puis sont en allés là où c'était payant, dans les grandes villes. Puis qui a pris la relève? Bien, les caisses populaires. Parce qu'avant les caisses populaires, il y avait des banques. Il y avait la banque de Chalaga, il y avait la banque Molson, il y a eu la banque provinciale par après. C'est toutes des banques, ça, qui se sont fusionnées à un moment donné. Ce que vous voyez là, c'est un monsieur qui s'appelle Albert Pelletier, qui a fait la guerre des Boers. C'est un monsieur de Saint-Ferdinand. Lui, il s'est enrôlé pour l'armée anglaise et il a été faire la guerre des Boers en Afrique du Sud. Il racontait dans les lettres qu'il écrivait à sa mère que dans ses temps libres, il courait après les autruches. Et quand il est revenu de la guerre, il a été dans la police à cheval, qui est l'ancêtre de la police montée. Ça a été un des premiers là, qui était dans ce corps policier-là. Ici, c'est la première, la photo est très pâle, mais c'est la première asile de Saint-Julien, à Saint-Ferdinand. À l'époque, asile n'était pas péjoratif. Asile, ça veut dire un lieu où on est protégé. Quand on dit l'asile politique, c'est une protection. Fait que c'est un lieu où les gens malades avaient la protection, il y avait de quoi manger, il y avait un toit sur la tête. Et ça, c'est le premier édifice qui a servi. Au début, c'était que des femmes. Il y a eu des hommes beaucoup plus tard, et ça l'a passé au feu. Ce que vous voyez là, c'est une école, une classe qui était, l'école était dans l'asile. Il y avait des locaux pour les élèves et il y avait des locaux pour les malades. Et plus tard, il y a eu beaucoup de malades qui ont été transférés de Saint-Michel-Archange à Saint-Julien. Et là, on a dit, bon, on va faire une école à part parce que là, on n'a plus de place. Fait que plutôt que de grossir l'édifice, on a fait une école à part et on a récupéré les locaux qui servaient pour les classes, pour les malades. C'était une équipe de hockey féminine, ce qui était rare. Pourquoi il y avait une équipe féminine? Parce que les hommes étaient partis à la guerre. C'était pendant la guerre, donc les femmes se sont mises à jouer au hockey, puis les gens ont été les voir parce qu'il n'y avait plus d'hommes pour jouer au hockey. Ce que vous voyez là, c'est des gens qui étaient à Saint-Ferdinand. Et la photo, en fait, c'est pour vous montrer que la vie était très agréable.
il y avait pratiquement tout le village qui vivait de l'hôpital, parce qu'il y avait beaucoup d'emplois à l'hôpital, et c'était sur le bord du lac William, donc c'était un lieu où la vie était très agréable. Et il y avait à l'époque un psychiatre pour tout l'hôpital, et c'était le docteur Noël. Et ce docteur Noël-là, une fille, Jacqueline, qui a été la nounou des jumelles Dionne pendant 4 ans. Et on l'a congédiée parce qu'elle s'était faite, elle était très près des parents des jumelles, des vrais parents. Et elle a même été marraine d'un des enfants qu'ils ont eu après les jumelles. Et on lui demandait d'enseigner en anglais aux petites filles, puis elle ne voulait pas. Elle dit, c'est des francophones, on veut que les enfants apprennent le français, et là, on l'a congédiée à cause de ça. Ce que vous voyez là, c'est un monsieur, un forgeron, un monsieur Michel, Napoléon Michel qui s'appelait. C'est un jeune homme de Saint-Ferdinand qui était forgeron et qui a vécu énormément de violence. Son père était un homme extrêmement violent. Il a été beaucoup frappé quand il était petit. Et quand il a eu 20 ans, il s'est enrôlé pour la Première Guerre mondiale. Première bataille, il a été tué. Et dans son régiment, il y avait le général Vanier, celui qui est devenu général Vanier, qui a perdu une jambe dans cette bataille-là, qui est devenu le lieutenant-gouverneur du Canada. C'est dans la même bataille que ce jeune homme-là qui a perdu sa jambe. Fait qu'il y en a qui ont des vies qui est vraiment là, difficiles. Ici, c'est Villeroy. On termine par Villeroy, qui est la plus jeune municipalité de la MRC. Ici, ce que vous voyez là, c'est avant le feu. C'est qu'il y a eu un feu à la fin des années 20 qui a détruit le village au complet. Il y a juste quelques maisons un petit peu à l'écart qui n'ont pas passé au feu. Et qu'est-ce que les gens ont fait pour fuir l'incendie? Ils sont montés dans le train. Le train est arrêté, les gens ont monté dans le train. Ils sont partis, puis ils voyaient les rails se tordre après leur passage par le feu, la chaleur du feu. Fait vraiment, le train a sauvé la vie, mais tout un village dans le train. C'est assez particulier. C'est pas un gros village, mais quand même. Et le village a été entièrement détruit. Ici, c'est la vieille gare qui a passé au feu. Ici aussi, c'est la vieille gare. Vous voyez, les gens là, sont endimanchés, ils vont faire une petite promenade le dimanche autour de la gare. Et lui, c'est Fabien Roy. Il y a la salle Fabien Roy qui est installée dans l'église, qui a été transformée en salle communautaire. Et ce monsieur Fabien Roy-là, c'est un bienfaiteur il était maire de la paroisse. Il a soigné les gens pendant la grippe espagnole. Pendant la conscription, il est allé avec des conscrits voir le gouvernement pour dire qu'il faut les exempter, c'est des fils d'agriculteurs. Et finalement, il est mort un peu abandonné par tout le monde parce qu'après l'incendie, lui il est revenu, mais les gens qui sont revenus et qui ont refait le village ne le connaissaient pas nécessairement. Et ils ne l'ont pas traité avec la reconnaissance qu'il aurait dû recevoir, dans le fond, pour tout ce qu'il avait fait. Fait qu'il est mort un peu oublié. Il est mort chez son fils qui est installé à Victoriaville, mais il n'a jamais pu reprendre la place qu'il avait quand même gagnée à l'époque. Fait que ça termine par Villeroy, qui est la plus jeune municipalité. Et Villeroy faisait partie d'une propriété privée du domaine Joly, qui appartenait à un gros propriétaire terrien, si on veut, et c'était un domaine privé. Et c'est King qui a fait construire le chemin de fer il a fait payer le gouvernement pour construire le chemin de fer pour sortir son bois qu'il vendait et qui faisait beaucoup d'argent avec le bois. Fait que sinon, qui payait le gouvernement, tout le monde payait ses comptes, puis lui empochait les profits. Mais c'est ça, les vies, hein? Fait que ça serait terminé.